technologies de l'information, je pense par exemple à Internet, aux smartphones, aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche, aux bases de données, sont devenues aujourd'hui incontournables. Elles sont nos partenaires pour notre travail, pour nos loisirs, pour communiquer avec nos amis, avec notre famille, avec notre tendre moitié, pour obtenir de l'information sur des événements culturels, sur des activités sportives, de façon générale de l'information sur tous les sujets, des sujets généraux ou bien des sujets ultra spécialisés. Vous en avez assez de faire la queue au supermarché? Moi aussi. Ne vous inquiétez pas, bientôt, avec les puces RFID, plus besoin d'attendre. Vous passerez avec votre caddie devant un portique et tout sera facturé automatiquement. Aujourd'hui déjà, certaines compagnies aériennes vous permettent de consulter le profil Facebook des autres passagers et de choisir avec qui vous allez vous asseoir. Le début de belles rencontres ou d'une belle histoire d'amour? Peut-être. Seulement voilà, ces outils, les actuels comme les futurs, laissent des traces sur nos activités quotidiennes. Par exemple, à chaque fois que nous utilisons une carte, des données sont transmises et laissent une trace de notre passage. Les technologies de l'information divulguent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on voudrait faire, ne pas faire, nos goûts musicaux, nos films préférés, nos activités politiques, etc., etc. Et ces traces ont une valeur considérable. Grâce à elles, les géants de l'Internet, les systèmes de fidélité des grands distributeurs, les réseaux sociaux et toute plateforme ou société qui collecte de manière systématique les données de ses clients et utilisateurs est désormais capable de fabriquer des profils de personnalité. Vous achetez souvent des yogourts allégés à la banane, on va vous proposer des yogourts allégés à la vanille. Vous faites souvent des recherches sur des sites de tourisme. Quand vous allez taper Égypte sur votre moteur de recherche préféré, on vous donnera les lieux touristiques d'intérêt plutôt que les dernières dépêches sur les émeutes. Pourquoi pas? C'est bien pratique après tout, de se voir délivrer les informations qui nous concernent. Toutefois, par son profil d'utilisateur ou de consommation, il y a un risque de discrimination. Pire encore, que se passerait-il si les données de consommation étaient accessibles aux assurances maladie? Et si votre employeur avait accès à la liste des sites internet que vous visitez chez vous? C'est précisément pour empêcher les pratiques les plus graves en matière de discrimination que le législateur a mis en place une loi spécifique de protection des données, en complément de l'article 28 du Code civil et de l'article 13 de la Constitution suisse, qui ont pour mission de protéger la personnalité et la sphère privée des citoyens. Ma thèse de doctorat a eu pour objectif d'interroger ces enjeux en choisissant le cas des cartes de fidélité informatisées. Pourquoi elles, et pas Internet, ou des technologies plus poussées comme les puces RFID? Les cartes de fidélité présentaient plusieurs avantages. D'abord, je voulais mener une sociologie du quotidien et du banal, plus pertinente que de formuler des spéculations sur des applications à venir et faire une sorte de futurologie. Les cartes de fidélité avaient l'avantage certain d'exister, d'être utilisées depuis plus de 15 ans et d'être banalisées. Ensuite, l'accès au terrain était plus réaliste. Les entrailles des entreprises commerciales qui proposent ces cartes sont plus accessibles que les géants de l'Internet comme Facebook ou Google. Grâce à ce choix empirique, j'ai pu observer les usages des cartes de fidélité tant au niveau des entreprises qu'au niveau des usagers. Une fois que les liens de confiance étaient établis avec les entreprises, j'ai pu mener mes observations dans les magasins, par exemple, derrière les caisses, comme ici, derrière les services clients, dans les points de vente, dans des centres de formation pour responsables de vente ou dans des centres d'appel. C'est bien sûr aussi les cadres moyens et supérieurs que j'ai interviewés, tels que des directeurs de magasins, des responsables de secteurs de vente, ou bien les hauts fonctionnaires en charge de mettre en place les programmes de fidélité. Enfin, bien sûr, c'est également les consommateurs que j'ai pu interroger sur leurs pratiques, sur leurs attentes ou sur leurs représentations. L'un des principaux résultats de ma recherche était de constater que la sphère privée était en réalité une notion très problématique. La définition officielle, juridique, correspond en réalité très peu à la perception qu'en font les usagers et encore moins à leurs pratiques. En effet, la problématique de la sphère privée ne peut pas être limitée à l'image d'un individu qui serait entouré d'une bulle informationnelle qu'il faudrait protéger face à des intrusions potentielles de l'État ou d'entreprises privées. À vouloir trop se focaliser sur la problématique de la sphère privée, on risque de faire l'impasse sur les vrais problèmes, les rapports complexes entre l'information et le pouvoir. C'est précisément ces rapports que j'ai voulu étudier dans ma thèse et qui seront au centre de l'argumentation dans mon livre « Surveiller et récompenser ». Aujourd'hui, les analyses de données qui sont faites par des techniques dites de data mining permettent de dégager une information très sensible sur la base d'informations qui sont perçues pourtant comme extrêmement banales de la part des utilisateurs. Par exemple, une personne qui achète des épices de viande dans un supermarché
mais jamais de viande ni d'alcool, a de grandes chances d'être classé dans une catégorie musulman. Fait avéré, un grand distributeur américain reconnaissait les femmes enceintes sur la base d'achats tels que coton-tige ou du savon sans odeur et a adressé une publicité ciblée à une jeune fille de 16 ans pour des couches culottes et des poussettes, ce qui n'a pas beaucoup plu à son père, qui n'était pas au courant de l'heureux événement à venir. La caractéristique la plus saillante, aujourd'hui, est la tendance des utilisateurs de nouvelles technologies de livrer de plein gré des données personnelles à des sociétés commerciales qui en tirent un profit parfois considérable. On pense bien sûr à Facebook et à son fondateur multimilliardaire, Mark Zuckerberg, qui justement cherche à nous convaincre que la sphère privée, c'est du passé. Ou encore Google, dont l'ancien PDG, Eric Schmidt, nous explique que si on a quelque chose à se reprocher, on ne devrait avant tout ne pas le faire. Ces affirmations sont des déclarations de pouvoir considérables. En réponse, du côté des utilisateurs, on entend le plus souvent l'affirmation « je n'ai rien à cacher ». Mon étude n'a pas fait exception. C'est un argument que j'ai entendu tout du long de mes entretiens avec les consommateurs. Est-ce vrai? N'a-t-on réellement rien à cacher, par exemple à son futur employeur? Pourquoi ne pas montrer notre fiche de salaire à nos voisins, ou le relevé de notre compte en banque, ou encore notre linge sale alors? Qui n'a jamais lorgné sur une belle silhouette dans la rue, sans forcément en parler à son conjoint ou à sa conjointe? Qui n'a jamais inventé une excuse un peu bidon pour pas se rendre à une soirée et qu'on pense être ennuyante? Qui n'a jamais fait de bêtises dans sa vie, même légère? En réalité, nous avons tous quelque chose à cacher. Et il en va d'ailleurs de la liberté des citoyens de pouvoir dissimuler certaines de leurs activités. En réalité, l'équilibre de la société se base bien sûr sur la communication, mais aussi sur le droit à la dissimulation.